Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez Caribe. On est très heureux d'accueillir ce soir Miguel Bonnefoy pour la parution du voyage d'Octavio chez Rivage. Et donc, je voulais démarrer cette soirée en vous lisant le tout début du voyage d'Octavio. Dans le port de La Guaira, le 20 août 1908, un bateau en provenance de la Trinidad jeta l'ancre sur les côtes vénézuéliennes, sans soupçonner qu'il y jetait aussi une peste qui devait mettre un demi-siècle à quitter le pays. Les premiers cas se présentèrent sur le littoral parmi les vendeurs de pagres et les marchands de cochenilles. Puis suivirent les mendiants et les marins qui, aux portes des églises comme aux portes des tavernes, éloignaient à force de prières les misères et les naufrages. Après une semaine, le pavillon de quarantaine fut hissé et on décréta qu'il s'agissait d'une épidémie nationale. La deuxième semaine, les autorités ouvrirent la chasse aux rats et on paya 1 pièce d'argent pour chaque bête morte. La troisième semaine, on isola les malades pour faire des prélèvements et on extirpa des ganglions aussi gros que des œufs. Il fallut peu de temps pour voir les premiers feux dans les basses-cours et les fumées de soufre sortir des cabanes. Au bout d'un mois, lorsque la maladie approcha les portes de la capitale, on sortit en grande procession le premier saint en bois. Des fidèles bloquèrent les ruelles d'un village aux alentours de Caracas. Ils portèrent sur des brancards d'argent, accompagnés de psaumes et de chansons, l'effigie du Nazaréen de Saint-Paul vêtu d'un habit mauve brodé d'or, soutenu par des mulâtres en direction des infirmeries. On ne distinguait presque pas le saint tant il était couvert d'orchidées, une couronne d'épines sur la tête entourée de cloches et de symboles. Passant la tête aux portes, les gens voyaient ce cortège de femmes et d'hommes qui ne cessait de grandir, rue après rue, au rythme des tambours et des trompettes. On le faisait entrer sous le porche des maisons où des dames en chemise sortaient en lui tendant les bras, le front en sueur, en murmurant des paroles qui ressemblaient à des complaintes. Parmi ces maisons, à la robe d'une montagne, il y avait celle d'un créole qui avait planté contre sa haie un citronnier robuste, aussi vieux que lui, dont les fruits se mêlaient au gui du feuillage. La procession s'était approchée. Le créole était sorti avec un fusil à verrou et une grappe de cartouches sous l'aisselle. « Je tue le premier qui franchit la haie », avait-il crié depuis la rambarde, « et je commencerai par celui que vous promenez. Nous allons voir si les saints ne meurent pas. » Les porteurs firent demi-tour sans discuter, mais à l'instant de repartir, la couronne d'épines resta accrochée à l'une des branches de l'arbre. Le créole épaula l'arme et, au milieu d'une injure, tira une seule balle dont l'éclat résonna longtemps dans la montagne. La balle sépara la statue de la branche, secoua le feuillage et fit tomber sur les têtes, comme une pluie de bubons verts, des centaines de citrons qui roulèrent jusqu'au portail des cabanes. On crut au miracle. On utilisa la pulpe jaunie pour les infections, on fit sécher les zestes qu'on saupoudra sur les poissons et on purifia l'air avec l'acidité des huiles. On mélangea le citron au gingembre dans des marmites et on les fit passer porte après porte à toutes les alcôves, avec un secours que 2000 ans de médecine n'avaient su offrir. En 10 mois, on fit reculer 10 ans de peste. Voici l'histoire du citronnier du Seigneur, telle qu'on la trouve à peu près sous la plume du poète Andrés Eloy Blanco dans les livres de mon pays. Merci beaucoup. Donc, merci Miguel. Ça démarre donc par l'entrée du navire dans ce port en 1908. C'est un chapitre qui est court, qui fait 6 pages, mais en fait sur ce chapitre on voit l'arrivée des hommes, l'arrivée de la peste vaincue, la croissance, la déchéance d'une communauté autour d'une église, extrêmement dense. Et ma question c'était pourquoi est-ce que le démarrage du roman se situe en cette année 1908 ? Alors, c'est une excellente question. Et à la base, le roman commençait avec le chapitre 2, c'est-à-dire il commençait avec cette belle idée. C'était une histoire qui m'avait été racontée par ma grand-mère, comme quoi un analphabète qui vivait dans les alpages recevait la visite d'un jeune médecin. Le médecin alors, en cherchant à lui écrire la recette des médicaments, se rendait compte qu'il n'avait pas son bloc d'ordonnance, alors il prenait un bout de charbon, il l'écrivait sur la porte. Et puis après, il repartait, naturellement, l'analphabète se rendant compte, paysan analphabète, qu'il ne pouvait pas recopier la recette des médicaments, alors prenait la porte, laissant sa maison ouverte, l'idée était encore plus belle, laissant sa maison ouverte et descendait alors à la pharmacie avec la porte sur le dos. J'avais été fasciné par cette histoire et je m'étais dit qu'il fallait absolument commencer un roman comme ça. La porte, je l'avais transformée par une table, parce que ça me semblait plus symbolique par rapport à l'écriture. Et c'est au cours de l'écriture, alors que l'histoire se déroulait petit à petit, que Octavio lui-même commençait à prendre quelques plis, quelques repoints, qu'il commençait lui-même à me dicter quelle allait être sa conduite,
Eh bien, que j'ai découvert alors l'histoire de la peste bubonique dans un vieil article que j'avais trouvé dans un journal, un petit livre d'opuscule où il y avait plusieurs articles connus du Venezuela. Et alors il racontait en effet cette peste de 1908, comme quoi il y avait ce navire en provenance de la Trinidad qui était arrivé au port de La Guaira et qui avait amené alors une peste. Ce n'était pas la première peste du Venezuela, il y en avait eu beaucoup. Ça c'était la dernière, peut-être la plus violente puisque ça se trouve dans les XXe siècle. Et alors le gouvernement avait mis en place toute une structure d'hygiène et de santé dans laquelle on avait nommé, il me semblait que c'était un médecin qui s'appelait Rafael Rojas ou quelque chose comme ça, qui se rendant compte de l'ampleur de la peste, eh bien n'avait pas pu avoir le secours de la médecine, avait fini par se suicider dans son laboratoire devant les cadavres empilés. Je trouvais alors beau l'idée de reprendre l'idée de la peste dans un article qui a existé, avec l'histoire de Andrés Eloy Blanco, qui a un très beau poème qui s'appelle En la esquina de Miracielos, el limonero del Señor, dans lequel il parle en effet qu'il y a eu cette peste autour du XVIIe siècle, et dans lequel ils avaient alors fait une procession dans le centre de Caracas par la Plaza Diego Ibarra, par la basilique de Santa Teresa, dont d'ailleurs moi j'ai travaillé longtemps après à la basilique à Santa Teresa. En passant par là, les couronnes d'épines s'étaient accrochées à une des branches de l'arbre, ils avaient tiré, les citrons étaient tombés, et alors avec les citrons, on avait pu combattre la peste. C'est une histoire qui semblerait que ça s'est vraiment passé il y a 3 siècles. Andrés Eloy Blanco la reprend, la réécrit, et met alors la peste en 1600 et quelques. Donc je n'ai que fait croiser 2 histoires, c'est-à-dire un article trouvé dans un petit opuscule comme ça, au détour d'un bouquiniste quelque part, sur la peste de 1908, et l'histoire célébrissime de Andrés Eloy Blanco, à tel point que tous les enfants vénézuéliens aujourd'hui peuvent réciter En la esquina de Miracielos, de la même manière que nous pouvons réciter peut-être La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, et toutes ces choses qui sont apprises à l'école. Ça veut dire L'esquina de Miracielos. Ça veut dire dans le coin de rue, l'esquina c'est le coin de rue, c'est-à-dire c'est là où viennent se confronter 2 rues. Carrefour. Et Miracielos, c'est simplement le nom de l'esquina. C'est un concept très latino-américain, très espagnol, l'idée du coin de rue. Il y a ce mot spécifique, esquina, qui en français ne peut que se traduire avec une formule, non, coin de rue. Mais en espagnol, il n'y a qu'un seul mot pour ça. Tellement... Carrefour. Au carrefour, exactement. C'est vrai, carrefour. Très bien vu, en effet, carrefour. Donc en effet, toutes les esquinas portent des noms, et sont des noms en général qui sont dictés par ce qu'il y avait là. Enfin, s'il y avait une bourse, c'est l'esquina de la bolsa. S'il y avait un hôpital, c'est l'esquina de l'hôpital. Enfin, en général, c'est aussi simple que ça. L'esquina de los cuernos, je me souviens qu'il y avait. On va parler d'Octavio et de sa table notamment, mais puisque tu citais La Fontaine, dans La Fontaine il y a aussi les animaux malades de la peste. Et Exactement. Les relations entre la peste et la littérature, elles Exactement. sont anciennes et sont complexes. ouf. Il y Imagine-toi, a je n'ai rien Sophocle inventé. dans Oedipe, il y a La Fontaine, il y a Camus, Clairement. évidemment, et il y a aussi Garcia Marquez. Ah oui, il y avait Je même ne avec le choléra. ne oui, parler oui. que de lui. Non, je ne suis que le nain qui se jauge sur les épaules du géant. Je voulais savoir s'il y avait justement certaines de ces histoires de peste en littérature que tu avais lues, qui t'avaient inspiré. Mais figure-toi que ce n'est pas... Naturellement, j'ai eu Camus, comme tout le monde, ainsi qu'il a eu la peste, mais lui, il en fait un travail qui est magnifique. Moi, je me suis permis humblement que de montrer une pointe et d'en faire 6 pages. Et lui, il en fait presque 200, alors tu peux imaginer que je ne vais pas... ne même pas en parler de L'Amor en tiempos de cólera de Garcia Marquez, qui lui aussi présente un petit peu la peste, et qui naturellement fait un roman magnifique, roman fleuve de 350 pages, enfin... Encore une fois, ce n'était que la surprise d'avoir vu ce bel article, la surprise d'avoir entendu cette belle histoire et l'imagination après qui façonne les deux et qui en fait une petite orfèvrerie, qui n'en fait qu'une gourmandise. Une mise en bouche. Une mise en bouche, enfin ça, oui. Le roman devait commencer un chapitre après et je me suis simplement permis avant d'en faire comme cette petite introduction, cet incipit, et pour faire comme une création du monde. Quand on lit tous les mythes grecs, on a d'abord une création du monde. Et alors on nous explique à l'époque où les hommes et les dieux vivaient dans une harmonie complète, et, sans guerre ni misère, dans une nature inépuisable. Bueno, de la même manière, comme il s'agissait ici de faire une structure de fable, une structure de mythe, alors le premier chapitre, c'est simplement cette création du monde, et donc du monde d'Octavio, qui n'est qu'un bidonville. Donc je voulais maintenant parler des deux personnages, d'Octavio et puis aussi de Venezuela. Donc,
Donc il y a Octavio qui mène une vie donc, dans ce bidonville aux alentours de Caracas, une vie solitaire. Il est analphabète, il donne aussi un coup de main à une équipe de cambrioleurs, mais sans prendre part au vol. Je ne veux pas en dire trop, surtout pas faire de spoiler. Et il est analphabète. C'est un homme donc à la fois très simple, analphabète, mais en même temps c'est une espèce de colosse. Il est solide comme un arbre, et donc il va traverser le pays de part en part. Et puis au début du roman, il rencontre donc comme ça de manière fortuite cette femme qui s'appelle Venezuela, qui explique d'ailleurs à un moment que son père lui a donné ce nom dans un excès de patriotisme. Et alors il y a une autre phrase à propos d'Octavio que j'ai beaucoup aimée, c'est la première phrase qu'il évoque, c'est « Don Octavio était poussé de cette terre ». Ah oui. Donc on a l'impression que le couple Octavio-Venezuela, c'est une allégorie du pays et de son peuple. Mais clairement, il y a un aspect tellurique, il y a un aspect organique avec les deux. Et Octavio, de toute façon, ne sera que, quand on fera des comparaisons, ou qu'on fera des mimétismes avec quelque chose, il n'est toujours que référé par rapport à la nature, ou par rapport au bois, ou par rapport à la terre, ou à la feuille, ou au fleuve. Enfin, c'était ça l'idée. Il y avait une très belle phrase d'un écrivain mexicain appelé Carlos Fuentes, que vous connaissez sans doute, dans lequel lui, en écrivant Los Cinco Soles de México, les 5 soleils du Mexique, il disait « J'espère que quand on lira mon livre, on ne fera pas des références littéraires, on ne fera pas des références à l'Antiquité, on ne cherchera pas à trouver des parallèles ou des mimétismes avec des grands auteurs. Au contraire, on fera des références au soleil, on fera des références à la pierre, on fera des références au chemin, on fera des références à des choses simples, qui sont peut-être beaucoup plus éternelles que l'éphémère des auteurs. » Et je trouvais ça beau. Alors peut-être pour Octavio, l'idée était de justement le pousser toujours vers la terre et à accorder les métaphores. Qu'à aucun moment on ne voit que Octavio pouvait ressembler un petit peu à Al Capone ou avait la figure forte d'Hercule. Enfin non, pourquoi mettre de la mythologie quand lui était déjà mythique quelque part, puisqu'il avait ce côté fable. Enfin, pour Venezuela, de la même manière, il fallait alors la ramener à cet aspect tellurique, à cet aspect qui est beaucoup plus proche des choses qui sont simples. Et alors, naturellement, son prénom, Venezuela. Bon, moi, j'avais connu une femme superbe qui s'appelait Venezuela Rodriguez. Et elle se présentait comme ça, hein, Yo soy Venezuela, comme ça, je suis Venezuela. Une femme fascinante, tout est là, enfin. C'est comme ça qu'il faut se présenter. Alors, Venezuela était apparue comme ça, et puis elle a... Moi, je le dis ici parce qu'on est entre nous, mais elle a beaucoup d'aspects de ma mère. Ma mère ressemble beaucoup à cette femme, une femme forte, qui ne se laisse pas abattre, et qui vient également de Maracaibo, à une époque où Maracaibo avait explosé parce qu'on avait découvert les jaillissements du pétrole dans les années 20, et alors une petite bourgade qui était Maracaibo, qui n'était habitée que d'un peuple de chênes, de rivières, habitués au vieillissement du rhum dans des cuves, et bien aussitôt, dans les années 20, s'est transformé en un pays pétrolier, un peuple pétrolier, de rondes pétrolières. Et autour du lac de Maracaibo, en 30 ans, ils ont multiplié de 7 fois leur population. Ils ont agrandi la ville à des dimensions. Donc, ma mère fait partie de cette génération de femmes qui ont vécu une espèce d'explosion économique dans une toute petite village et qui alors gardaient cette espèce de culture populaire de faire le tour de la place où tout le monde se connaît, où monsieur, madame ou les enfants portent les noms des parents, enfin toutes ces choses, mais qui à côté de ça avait vu alors en grandissant cette ville exploser, l'arrivée alors des entrepreneurs, l'arrivée des importations, l'arrivée de toutes ces choses. Donc il y avait justement, encore une fois, ce croisement dans ce personnage, de justement montrer à quel point elle avait un côté très populaire, très village, et à côté de ça, c'est une actrice de théâtre, une comédienne, enfin voilà, ce côté de s'étendre dans la culture, et puis recevoir un peu les informations, et naturellement transmettre l'écriture à Octavio, qui représente alors l'illettrisme. Alors est-ce que tu peux Oui, avec plaisir, bien entendu. Alors, en effet, Octavio est analphabète et en 2 mots, il se coupe la main, la paume de la main, pour montrer son invalidité, pour montrer sa honte, et au contraire, non pas pour montrer sa honte, mais simplement dans l'idée de ne pas vouloir dire qu'il est analphabète, alors simplement il se coupe la main. Et vous avez compris l'idée.
Personne n'apprend à dire qu'il ne sait ni lire ni écrire. Cela ne s'apprend pas. Cela se tient dans une profondeur qui n'a pas de structure, qui n'a pas de jour. C'est une religion qui n'exige pas d'aveu. Cependant, Don Octavio avait toujours gardé ce secret, creusé dans son poing, feignant une invalidité qui lui épargnait la honte. Il n'échangeait avec les êtres que des mots simples, taillés par l'usage et la nécessité. Il avait traversé l'humanité en comptant sur ses doigts, devinant certains mots par la somme de leurs lettres, lisant ailleurs, les yeux et les mains, la pantomime des autres, étrangers à la jalouse relation des sons et des lettres. Il parlait peu, ou presque pas. Par mimétisme, il répétait ce qu'il entendait, parfois sans comprendre, supprimant des syllabes, prononçant à l'ouïe, et souvent, les paroles déposées sur ses lèvres étaient comme des aumônes enfermées dans ses mains. Au monde, il ne prenait que l'oxygène. De ce monde, il ne donnait que son silence. À l'âge d'apprendre, l'école lui fut refusée. C'était une époque où l'on trouvait encore, dans les livres de primaire, au chapitre de l'histoire indigène, le mot « découverte » pour parler de la conquête d'Amérique. À 18 ans, le jeune Octavio ne votait pas et avait signé toutes les feuilles de sa vie d'une croix tremblante, l'unique lettre de son alphabet. Simple, il vivait cette simplicité comme une identité. Il avait cet air d'oubli, ou peut-être de tendre mégarde qu'ont souvent les rêveurs. Il ignorait la sensation du grain du papier et le parfum des vieux livres. Il avait appris à deviner les horaires des bus à leur heure de pointe, les marques au motif des emballages, l'argent à la couleur des billets. Il calculait le montant d'un achat en lisant dans les yeux du vendeur la confiance qu'il mettait dans les siens. Adulte, dans la rue, il ne cherchait qu'à produire l'effet d'un individu quelconque, absolument anonyme, pris entre mille autres, dont la mesure et la sobriété, la pudeur et la convenance ne seraient prises en défaut nulle part. Il évitait toute dispute, toute violence, puisqu'il ignorait ses droits et ne pouvait les défendre. Il réfléchissait d'une manière télégraphique, c'est-à-dire en supprimant les prépositions. Devant les autres, il ne se taisait que pour sentir le silence le protéger à la façon d'une carapace, comme d'autres ne parlaient que pour sentir sur leur langue l'impatience de leurs propos. Étranger à la beauté des phrases, la discrétion était sa demeure, et dans cette torpeur, il ignorait les inconvénients de son silence comme le sage ceux de sa sagesse. Il fit ici et là des petits métiers obscurs, à la fois coursier et manœuvre de chantier, tantôt serveur dans un antre infréquentable, tantôt tanneur dans des entrepôts puants. Il travaillait quand il pouvait, sans âpreté ni avarice, gérant l'argent comme l'eau qu'on boit, seulement quand on a soif. Il évitait les gagne-pains officiels et fuyait les écoles. Du peuple qu'il avait vu naître, il ne portait dans ses veines que la résistance et la servitude. Ce n'est pas vivre dans la misère qui rend misérable, mais de ne pas pouvoir la décrire. Pour Octavio, il s'agissait d'une colère qui naissait au fond de son histoire, un héritage. Comme lui, son père s'entaillait la main. Il ne pouvait concevoir l'idée de l'encre sans le goût métallique du sang. Il tenait de lui ce visage plus marbre, plus bois, plus pierre qu'un masque. Cela ressemblait à une forêt sans clairière. Sa figure n'était pas différente de celle d'un paysan, aux traits rustres et sévères, à la peau tannée, aux sourcils épais comme du lierre. Une argile dure et déforme, scellée sur tous les bords. Pourtant, malgré l'âge et cette fatigue apparente, il n'avait pas la silhouette décousue. Il était nettement plus grand et plus large que la moyenne. Son corps paraissait taillé à coups de serpe dans un tronc. Son cœur pouvait battre 100 ans. Il avait le profil d'un colosse au cou épais, aux cuisses solides, aux épaules puissantes, le torse légèrement renversé en arrière, comme s'il soutenait une charge invisible. Fort, il pouvait mettre un jeune taureau à genoux en le tenant par les cornes. Il n'étouffait pas sous le poids de son ossature. Il semblait plutôt flotter en elle, avec des gestes gracieux et liquides, dans un curieux mélange d'envol et de fermeté. C'était une vitalité arrogante, occupant toute la place,
à l'exclusion de tout le reste. À le voir, il représentait un pays entier de mangue et de bataille. Comme les monstres ou les génies, Octavio devait quitter le monde sans descendance. Sa robustesse, son élan pour la vie, il l'héritait directement de cette masse de liberté qu'il ne pouvait transmettre à personne. Il faisait partie de ces hommes qui, comme les arbres, ne peuvent que mourir debout. Alors un peu plus loin dans le roman, Octavio va apprendre à écrire. Oui. Et il y a une phrase très belle qui est « Quand il parvint à lire une phrase entière sans hésiter et qu'il ressentit l'émotion brutale de la comprendre, il fut envahi par le désir violent de renommer le monde depuis ses débuts. » Donc est-ce que ça c'est pour célébrer l'amour du langage, la poésie qu'on ressent bien quand on lit le voyage d'Octavio, ou est-ce que c'est aussi une allégorie de l'émancipation de Octavio? Et alors, je pense en effet que lorsqu'Octavio apprend à écrire, et il y avait pour moi aussi la volonté peut-être, eh bien, comme c'est le premier roman, de revisiter un petit peu la langue. Moi, le français n'est pas ma langue maternelle. Moi, je parle l'espagnol à la maison, je parle l'espagnol avec ma femme, je parle l'espagnol avec mes amis. Et je pense en espagnol, je compte en espagnol, je rêve en espagnol. C'est-à-dire, je fais absolument tout en espagnol. Le français, alors, n'est que la langue, et pour moi, eh bien, de l'écriture. Et c'est également la langue que j'ai appris à l'école, c'est-à-dire l'histoire. Je l'ai appris à l'école, la géographie, je l'ai appris en français. Enfin, l'arithmétique a été apprise en français. Donc quelque part, en écrivant Octavio, c'était aussi une manière de parler du Venezuela, de nommer le Venezuela, et essayer de revenir un petit peu à son imaginaire collectif et voir si je pouvais l'alimenter et le nourrir, mais cette fois-ci avec le français. Alors peut-être aussi c'était une manière de revisiter la langue, puisque écrivant sur le Venezuela en français et ne l'écrivant pas en espagnol, j'étais exilé, si vous voulez, entre les deux langues. Et quelque part, ça m'a permis aussi de m'y approcher. Alors, avec Octavio et cette idée de l'analphabétisme, c'était peut-être comme une espèce d'allégorie, comme une sorte de libre parabole de l'auteur, qui lui aussi essaie de se réapproprier une langue eh bien, qui n'est pas la sienne, tout simplement. Quand Octavio veut renommer le monde depuis ses débuts, eh bien peut-être alors, moi simplement, je voulais essayer de reprendre un petit peu la langue, une langue qui m'échappait, une langue qui n'était pas là de manière primitive, de manière instinctive, et voir si je pouvais eh bien, lui trouver de l'or, lui trouver des splendeurs, trouver la braise qui se cache sous la cendre. Alors, avec un peu de chance, eh bien, ça s'est fait. À tel point qu'il y a certains mots qu'on peut retrouver à l'intérieur du texte et qui sont des mots qu'on retrouve beaucoup plus proches de l'espagnol que du français. Par exemple, le mot escopette. Eh bien, escopette est un fusil, mais le mot, il était perdu, quelque part. Alors, on ne dit plus escopette, on dit fusil. Pourtant, en espagnol, on dit escopeta. Non? Alors, il y a quelque part cette idée de revenir peut-être dans les poubelles de l'histoire, non? Dans les poubelles de la langue, et essayer de réapproprier. Peut-être alors que la modernité de la langue n'est pas celle de parler comme aujourd'hui, mais c'est récupérer des mots d'hier pour qu'ils deviennent les mots de demain. Alors, en dehors d'Octavio, il y a d'autres personnages masculins très intéressants dans ce roman. Il y a le cambrioleur, le chef du gang oui. des cambrioleurs, Guerra, et puis il y a le médecin, il y a Alberto Perezzo. Et alors ces hommes, moi j'aime beaucoup ces personnages parce qu'ils sont modestes, de milieu modeste, mais ils ont une forme de grandeur, d'héroïsme, une volonté de justice, une espèce de forme de sainteté sociale. Et alors, je reprends la phrase tout de suite qui est « Il ne pouvait concevoir l'idée de l'encre sans le goût métallique du sang ». Donc je voulais savoir, est-ce que écrire c'est un acte politique? Est-ce qu'il y a cette dimension de justice? Très belle question, très belle question. Alors moi, encore une fois, je ne suis qu'à l'aube de ma plume et je suis un humble serviteur de la littérature. Alors je ne me permettrai pas du tout d'essayer de faire des grands ponts comme ça de connivence entre la politique et l'écriture. Ça, je laisse le soin aux politologues et aux gens qui savent le faire. Et toutefois, moi je suis absolument convaincu, oui, que la littérature doit être une littérature engagée. Hélas, Octavio n'est pas assez engagé.
Moi, je me souviens et qu'au moment où j'ai commencé à l'écrire, je voulais le placer en 2005. Je voulais placer le livre en 2005. Et en 2005, en effet, l'UNESCO a déclaré le Venezuela comme un territoire libre d'analphabétisme. Alors je voulais que Octavio apparaisse à ce moment-là. Malheureusement, eh bien, aujourd'hui, au Venezuela, eh bien, comme vous le savez, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle également, il y a une révolution bolivarienne qui s'est mise en place avec des gouvernements qui sont progressistes, qui essaient de changer un petit peu les économies de marché classiques. Et hélas, ça donne certaines mesures qui sont parfois indéfendables. Alors il a fallu que je mette le roman un petit peu avant. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps au Venezuela dans un institut qui s'appelle Fundarte, qui est simplement le bras culturel de la mairie de Caracas. Mon travail, en somme, était celui d'avoir plus ou moins un espace comme celui-ci. Moi, j'avais un endroit qui s'appelait le Punto Bicentenario, qui n'avait pas autant de livres, qui était un peu plus petit également, et qui se trouvait à la Plaza Bolívar, dans la place principale. Mon travail consistait alors de faire un calendrier dans lequel je devais remplir par journée des activités culturelles. Donc je trouvais ou bien des marionnettistes, ou bien des rencontres avec des auteurs, ou bien des petites pièces de théâtre, ou bien des projections de cinéma, ou bien une petite spectacle de danse d'une petite école de Saint-Agustin. Enfin. Et alors je devais chasser, en allant dans les bidonvilles, je devais chasser la culture populaire pour essayer de la emmener dans l'endroit et de montrer alors dans une vitrine de la Plaza Bolívar, qui est la place la plus importante, qu'il existait aussi dans la culture populaire des belles choses et qu'on ne devait pas être tout le temps en train de s'agenouiller devant les élites et les académismes. En effet, j'ai travaillé longtemps là-bas et c'est là où j'ai découvert, comme tu disais si bien, Marianne, c'est là où j'ai découvert justement cette gloire. Tu avais trouvé une belle formule dans cette idée de justement, ce sont à la fois des personnes qui sont d'une classe populaire et qui ont une espèce de grandeur comme ça, très cultivé, très instruit, très profond. Et moi j'ai certains noms et des prénoms et des noms de famille en tête que naturellement ne vous diront rien ainsi, mais des hommes qui ont été pour moi, et des femmes fondamentaux. Et je voulais leur rendre hommage en venant en France et en écrivant ce livre en français pour justement montrer qu'il existait, eh bien, voilà, le petit voleur de quartier pouvait lui aussi vous faire une tirade et que n'importe quel universitaire aurait rougi devant. Et ça, je l'ai vu. Moi, j'ai travaillé quelque temps également dans les prisons, dans lesquelles on faisait des ateliers d'écriture. Et moi, j'ai vu des petits Rimbaud dans les cellules qui, malheureusement, eh bien, ne seront jamais Rimbaud. Puisque, voilà, il y a tout un aspect derrière culturel, il y a une famille qui est brisée, il y a des personnes qui ont le cœur comme un nid d'insectes, plein de choses brisées. Et pourtant, si parfois ils pouvaient avoir des éclats de génie... Voilà, c'était humblement, vraiment modestement, l'envie simplement de rendre hommage et de montrer à quel point on pouvait trouver également des belles choses là où on ne les attend pas. Alors, on a une politique extrêmement stricte chez Caribe sur le non-dévoilement de l'intrigue. Ah oui, d'accord, ah oui, c'est très bien. Oui. Pas de spoiler. Bien entendu, bien entendu. Mais alors, je ne vais pas raconter le voyage d'Octavio, puisque donc Octavio, il traverse le pays. Oui. Mais il y a une chose que je voulais dire, c'est à la fois une traversée géographique, oui. Mais c'est aussi une traversée dans le temps, puisque le roman couvre... le roman lui-même oui. est une traversée dans le temps, puisqu'il couvre une période très longue, oui. pendant laquelle on voit Caracas et on voit le pays qui se transforme. Et donc, bon, tu en as déjà parlé tout à l'heure en parlant du départ de 1908, mais pourquoi cette étendue dans le temps entre le début et la fin donc, du livre? Alors, encore une fois, sans essayer de donner justement la fin ni rien, parce qu'il y a le rebondissement qui... Et moi, au cours de l'écriture, moi, je me suis rendu compte que j'étais en train de réécrire d'une manière presque inconsciente la légende de Saint Christophe, et qui est le saint des voyageurs. Alors, je vous la dis en deux mots, si vous ne l'avez peut-être pas en tête, comme ça, pour ne pas faire long. En effet, Christophe est donc un géant, un colosse, raison pour laquelle Octavio est un géant, un colosse, qui a mis sa force au service toujours des plus forts. Donc d'abord, il sert la cour du roi le plus puissant, il lui sert de bras droit, il lui sert de premier soldat,
Le roi, alors, devant le bouffon du roi, mime à un moment le diable. Le roi prend peur, dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le bouffon part. Christophe se tourne vers le roi, mais comment ça, avez-vous eu peur, Seigneur? Eh bien oui, j'ai eu peur. Pourquoi avez-vous peur? Eh bien parce que le diable est plus fort que moi. Alors donc Christophe dit, eh bien moi je me dois de servir le plus fort. Et alors il quitte le roi. Il part alors donc dans une espèce d'expédition en quête du diable. Il arrive dans un désert et il voit alors une espèce immense troupe où il y a un homme, un chevalier qui est beau et noir comme un mystère, qui lui dit qui es-tu, noble étranger? Et je suis voyageur égaré, je cherche le diable, eh bien je suis l'homme que tu cherches. Dans la Bible en général, il parle de cette façon. Je suis l'homme que tu cherches. Bon, alors, en effet, il se met à servir le diable, et puis, au cours des années, le diable se retrouve devant une procession, en voyant le crucifix, il prend peur. Pourquoi avez-vous peur, Seigneur? J'ai eu peur parce que le Christ est plus fort que moi, eh bien, je me dois de servir le plus fort, et alors il part en quête du Christ. Ne le trouvant pas, naturellement, puisque le Christ ne se trouve pas, c'est le Christ qui vous trouve, non? C'est dans l'idée. Il s'installe alors sur une cabane, au bord d'un fleuve impénétrable, et il offre alors la traversée aux voyageurs sur son dos d'une rive à une autre. Il entend alors, quand un soir, Christophe, 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 non? Il sort, personne, il re-rentre Christophe, Christophe, 3 fois, non? Un chiffre biblique. Et alors, en effet, il voit un petit enfant qui gigote de plaisir dans l'herbe, comme ça, et qui pointe l'autre rive. Christophe le pose et le place sur ses épaules, entre dans le torrent, et puis à mi-chemin, les genoux fléchissent, le dos se courbe, et il se rend compte que l'enfant a la pesanteur du monde, qu'il a le poids de toutes les prières et de tous les maux de tous les hommes, etc., et qu'il a dans ses épaules, divinement, l'enfant Jésus. À partir de là, eh bien, Christophe devient Saint Christophe, il fait ce que font tous les saints. Eh bien, porter la parole divine, jeûner, catéchiser, toutes ces choses. J'ai voulu voir alors dans Octavio, pendant l'écriture, comme une allégorie également du voyage de Saint Christophe, dans lequel justement Octavio, pour la première fois, servait alors ce premier roi, qui était Rutilio Alberto Guerra, qui est ce cambrioleur qui est entouré d'autres voleurs et de petits pickpockets dans une église désaffectée. Là, je fais une parenthèse, mais il y a un très très beau film d'un réalisateur vénézuélien qui s'appelle Román Chalbó, et le film s'appelle La Oveja Negra, la brebis galeuse, dans lequel en effet il présente ça. Tout le film se passe dans un théâtre désaffecté et qui sont comme une espèce d'immense communauté de voleurs qui fonctionnent réellement comme un pays, comme une entreprise privée, qui font du bénéfice, qui font du chiffre d'affaires. Il y a des petits problèmes, il y a des histoires d'amour, etc. Et ils sont tous là. Donc il y a des prostituées, il y a des pickpockets, il y a les voleurs, il y a les enfants qui font la manche, enfin, il y a toute une hiérarchie différente en plus. Le film m'avait bouleversé, et je m'étais toujours dit alors que lui, il n'utilise la figure principale dans La Oveja Negra s'appelle Ursúa, est une femme. Moi je m'étais dit que ce serait un homme. Octavio alors sert d'abord ce roi puissant, puis une fois qu'il part dans son chemin, il arrive alors à un torrent. Eh bien, il fait passer les voyageurs sur son dos et va rencontrer alors quelque part une allégorie du diable également qui va être... À la fin, et pour ne pas raconter la fin, mais dans cette troisième partie, lui, il revient alors à Caracas. Mais c'est que c'est difficile de ne pas parler sur parce que du coup, je ne sais pas trop comment le prendre, ça va paraître abstrait tout à coup. Oui, ça va paraître abstrait. Eh bien, poursuivons, on va voir si avec un peu de chance on arrive à trouver des astuces. Pendant le voyage, justement, il y a une chose que j'ai trouvée très frappante. Il y a des évocations vraiment très belles et très poétiques de la nature, foisonnante, baroque. On sent vraiment une espèce de jouissance comme ça à écrire sur la nature. C'était déjà quelque chose qu'il y avait dans la nouvelle Icare qui était parue, pour laquelle tu as eu le prix du jeune écrivain en 2013. Voilà, donc je voulais savoir aussi donc cette attirance pour la nature, d'où elle venait, et aussi le fait que, comme tu as écrit, tu étais en France, comment tu te projetais dans cette nature au Venezuela, dans une période... C'est peut-être ça qui est le plus simple, justement. Au Collège de France, il y avait un professeur qui s'appelle Gilles Clément, qui avait donné une belle définition du paysage, en disant que le paysage est ce lieu que nous gardons quand on cesse de regarder. Donc j'aimais bien cette idée que nous sommes ici, tous ensemble, etc. Et puis, une fois que chacun sera chez soi, on se souviendra peut-être de cette soirée, et alors on ne la transformera pas juste
dans un lieu, mais dans un paysage avec différents visages, avec des mouvements, avec une certaine lumière, etc. Le paysage apparaît alors quand on a quitté les lieux et on n'y est plus. J'aimais cette idée parce que justement, quelque part, en partant du Venezuela, moi je suis parti du Venezuela il y a à peu près 2 ans et demi, et je suis arrivé ici en France. Je me suis retrouvé alors dans une résidence d'écriture, c'est là où j'ai écrit Octavio, qui était à Chambéry, à Saint-Pierre-d'Albigny, dans un petit village, et là où on m'avait placé au château des Alus, qui est un beau domaine avec un château, et on m'avait donné une maison de charme qui était une ancienne chapelle. Et la nature autour de moi est très champêtre, très française, et j'écrivais alors sur le Venezuela, j'écrivais sur les mangues, j'écrivais sur les cannes à sucre, j'écrivais sur les plantations de tabac, etc. Alors que j'avais autour de moi des basiliques et des fraises. Donc quelque part, en effet, c'est cette distance qu'il y avait eu avec le Venezuela, cette distance qu'il y avait eu avec le pays, qui m'a permis peut-être de revenir avec plus de force. De la même manière qu'on parlait tout à l'heure avec la langue, ça a été justement cette distance que j'ai pu prendre avec la langue en parlant du Venezuela qui m'a peut-être plus simplement fait trouver une espèce de baroque littéraire. Je pense réellement que si j'avais été au Venezuela, je n'aurais peut-être pas aussi bien décrit ou aussi fidèlement décrit la nature. Je pense justement que j'aurais été peut-être trop proche de la réalité et alors elle aurait été un peu escamotée. C'est une description fidèle ou un peu romancée? Moi je crois qu'elle est beaucoup romancée, beaucoup idéalisée, à tel point que le bidonville, par exemple, du début aujourd'hui, un bidonville ne ressemble pas du tout à ça. C'est beaucoup plus sale, c'est beaucoup plus crade, c'est beaucoup plus dangereux. Et il y a des odeurs fortes, enfin, et c'est... Alors il y a un côté bien entendu qui est beaucoup plus romancé, qui est beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus fleuri. Et... Justement, oui, tout le roman, c'est un texte qui est à la fois très dense et très poétique. Et le premier chapitre, on en a parlé au début, on a l'impression que c'est comme il y a une longue histoire en un texte ramassé, que c'est comme une planète d'où naît tout le reste, d'où est issu tout le reste, du roman. De microcosme. Oui. Et c'est un livre qui est à la fois, Le Voyage d'Octavio, c'est un livre qui est à la fois une fable, une histoire d'amour, un roman d'aventure, un récit allégorique, onirique. Enfin, on a l'impression qu'il y a énormément d'inspirations qui sont tissées à l'intérieur. Voilà, donc je voulais savoir quelles avaient été justement ces sources d'inspiration. Alors bon, là c'est naturellement, c'est une conversation qui peut être longue parce qu'il y a toujours différents chemins dans les influences. Il y a d'un côté les influences littéraires, dont on peut en parler, alors il y a bien sûr les influences qui sont vénézuéliennes et puis à la fois les influences qui sont françaises. Et moi, j'ai beaucoup lu, bien entendu, Andrés Eloy Blanco. Pour les Vénézuéliens, j'ai beaucoup lu Urlar Pietri, j'ai beaucoup lu Aristides Rojas. C'est Aristides Rojas qui, dans les légendes et les chroniques du Venezuela, raconte la pierre de Campanero, qui est donc un pétroglyphe, une pierre où il y a des hiéroglyphes. Moi, je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais vu les hiéroglyphes de Campanero, et c'est simplement Aristides Rojas qui lui en parle tellement bien dans un livre que je me suis dit que si j'y allais, peut-être je n'allais pas trouver la poésie que lui avait mis dans ses pages. Alors là, il y a clairement une influence qui est forte. Et quand moi j'étais pendant la résidence en Savoie, il y avait une bibliothèque dans le petit appartement où j'étais, et dans cette bibliothèque qui était très hybride, qui était complètement hétéroclite, où il y avait plusieurs ouvrages, on pouvait trouver de tout, vraiment, depuis la reproduction des chats jusqu'à Aloysius Bertrand, comme ça. On trouvait un petit texte sur les brocanteurs et sur les antiquaires, un guide d'antiquaires et de brocanteurs. Et moi qui ne savais absolument rien de la restauration des meubles, eh bien j'ai lu ce livre dont je ne me souviens même pas de l'auteur, et j'en garde un souvenir, mais puissant, peut-être aussi puissant que la lecture de Madame Bovary. Alors, tout à coup, en écrivant Octavio, eh bien, je me suis influencé également de cet illustre inconnu qui a écrit un magnifique texte et qui malheureusement ne passera pas à l'histoire parce que je ne me souviens pas du nom et je le retrouverai. Il y a alors naturellement toutes ces influences littéraires, mais il y a également des influences de vie dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, après avoir travaillé longtemps dans Fundarte et après avoir travaillé longtemps dans les différents théâtres, j'ai travaillé au théâtre municipal, j'ai travaillé au théâtre national. Donc j'avais vu aussi énormément, toute la fin du roman fait partie d'une restauration d'un théâtre. Donc voilà, c'est des choses que moi j'avais vues autour de moi et qui font partie en effet des influences. Et puis, pour finir et ne pas faire long avec cette histoire, et pour peut-être dire quelque chose d'un peu plus intéressant,
qui va aller plus loin. Le peuple vénézuélien est un peuple qui est partagé en trois différents bras. C'est une tresse où il y a trois ficelles. Il y a la ficelle espagnole, il y a la ficelle du noir esclave, il y a la ficelle de l'indigène. L'espagnol a amené alors le conte arabique, le conte oriental, a amené la chrétienté, a amené la Bible. Le noir a amené peut-être alors, a amené l'Afrique, a amené la musique. Donc il y a beaucoup de poésie, par exemple, beaucoup de poètes. Il a amené également le voyage, il a amené la servitude, il a amené la révolte, naturellement. Et puis il y a le bras indigène qui est peut-être l'aspect le plus organique, également le plus proche de la terre, des origines du monde, de la Pachamama qu'on peut trouver. Alors je pense qu'il y a également dans ce livre, humblement encore une fois, des aspects, des pointillés de ces trois tresses. Donc on peut retrouver ce côté biblique avec le Nazaréen de Saint Paul et puis toute l'histoire de l'Église, etc. On retrouve l'origine avec la terre, le côté indigène, donc avec le voyage que fait Octavio, et puis la servitude, naturellement, puisque lui, il ne fait que porter le monde sur ses épaules, servir les autres. On retrouve alors peut-être dans l'esclavage africain. Donc, tu vois, si on se met vraiment à parler des influences, un roman a 1000 racines. Il est souvent la somme d'histoires qui sont mi-vécues, mi-songées, mi-lues. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Miguel? Ouais. N'hésitez pas à acheter chacun 3 voyages d'Octavio pour vous, pour offrir, pour faire signer, on va boire un verre. Et merci beaucoup, Nico. Merci à vous, vraiment merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.